Ouverture ce mercredi 17 juillet du Forum national de la société civile. Durant 3 jours, les acteurs sociaux vont réfléchir sur les concertations nationales. À l'opposition politique, on songe déjà à l'après-conclave des Limété, d'où la mise en place des commissions de suivi des assises des Limété. La MONUSCO juge la situation sécuritaire tendue et imprévisible. C'est ce qui a été dit lors du point de presse hebdomadaire de ce mercredi. Antenne A, le journal Alain Kiouka. Une invitée dans ce journal, il s'agit de Patricia Ntsakala alias Stella. C'est une artiste, comédienne et musicienne. Elle joue notamment dans la série Les Immigrés qui passe sur TV5 Monde. Patricia, bonsoir. Bonsoir Alain. Bienvenue à ce journal. Merci de m'accueillir. Madame, monsieur, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu reste tendue. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré cet avant-midi le représentant spécial adjoint des Nations Unies, Abdallah Wafi. Il a en outre souligné que la brigade internationale d'intervention combat aux côtés des FARDC pour faire face au M23. On fait le point sur ce qu'a été la rencontre hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi 17 juillet avec Patricia Amouli et Pepito Matondo. La MONUSCO n'entretient aucune relation avec les groupes armés dits forces négatives opérant à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la déclaration du représentant spécial adjoint des Nations Unies en charge de l'état de droit, Abdallah Wafi. En ce qui concerne les accusations concernant le bombardement de certaines localités rwandaises, là aussi, nous avons diffusé un communiqué. Nous rejetons totalement ces accusations. La MONUSCO n'a tiré aucun obus, aucune bombe en territoire rwandais. Mais je voudrais aussi saisir l'occasion tout de suite pour donner l'opportunité par rapport à toutes ces accusations contre la MONUSCO, contre la brigade d'intervention. Je voudrais dire ici, au nom de la MONUSCO, que ces accusations, nous les rejetons en bloc. Nous n'entretenons aucune relation avec aucun groupe, fut-il le FDLR ou autre. Je vous rappelle que notre mandat, c'est de neutraliser ces groupes armés, pas d'entretenir quelconque relation avec ces groupes-là. Le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, a quant à lui expliqué les circonstances du déclenchement des affrontements du lundi 16 juillet dernier. Le réajustement du dispositif des troupes de la MONUSCO lorsque l'armée congolaise a initié son attaque après la capture de la colline nord qui était située en face de nos troupes à Monigny. Nous avons exécuté notre mandat dans la stricte obligation qui nous a été faite par la résolution 2098. 1. Procédant à l'application des règles d'engagement. Après avoir aussi exécuté des tirs de sommation pour prévenir ou en tout cas dissuader toute avancée de ces groupes armés vers notre position, qui continuaient à avancer vers nous pour tirer, et nous avons réagi et de manière ferme, d'abord pour protéger les populations civiles, mais aussi pour protéger le personnel des Nations Unies et assurer la sécurité et empêcher toute avancée de ce groupe armé vers la ville de Goma. La communauté des acteurs humanitaires est préoccupée par la recrudescence des violences dans le Nord Kivu. Environ 420 ménages, soit 2000 personnes, ont fui le combat et se trouvent sans logement, soutien OCHA. Toutes ces personnes, dont plusieurs femmes et enfants, sont logées dans les églises et écoles des localités environnantes des Kibati et des Niragongo au Nord Kivu. Et puis l'opposition politique congolaise a organisé ce mercredi du 7 juillet un atelier d'évaluation et de mise en place des commissions de suivi des résolutions issues du conclave de Limété. C'était à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Justement, le projet de règlement intérieur de concertation nationale dans son article 5 prévoit que 44 personnalités politiques, parmi lesquelles 7 anciens premiers ministres, devront prendre part à ces assises. Mais la question qui reste posée est celle de la participation ou non de Étienne Tshisekedi, président national de l'UDPS et ancien Premier ministre. Le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, Félix Tshisekedi, a donné des précisions au micro de Nadine Galula et Juzan Belebele. Je crois que le parti a répondu déjà par la négative. Donc nous ne participerons pas aux concertations. Non pas parce que nous sommes de mauvaise foi et que nous voulons le chaos dans le pays, non.
mais parce que tout simplement nous pensons que M. Joseph Kabila n'est pas la personne la mieux à même de convoquer ce genre de concertation, parce que il est le problème à la crise politique qui sévit dans le pays. Donc c'est pour ça que nous ne pourrons pas répondre à cela, et d'autant plus que quand vous lisez ces ordonnances qui convoquent, il est au départ de la convocation donc, et même à l'arrivée, parce qu'après que vous ayez cogité de tout ce qui se passe dans le pays, sur la crise, ben c'est toujours ça retourne à sa propre sanction. Donc il est à la fois juge et parti, donc c'est impossible, on ne peut pas. C'est ça que j'aimerais casser comme image dans une certaine opinion. Ce n'est pas vrai que nous proposons justement le retour à la vérité des urnes. Ça c'est clair que c'est ça la main que nous tendons. Pour que nous crevions l'abcès qui est à la base de la crise politique qui sévit dans le pays, il faut que nous parlions de ce qui s'est passé le 28 novembre 2011. Donc c'est une proposition. Pourquoi allez-vous dire que nous ne proposons rien? C'est ça notre proposition. Mais ceux qui feignent d'ignorer cette proposition, évidemment, ils ont le beau jeu en disant ils refusent toute proposition, toute discussion. Ce n'est pas vrai. Nous voulons qu'on parte de là. 17 juillet 2001, 17 juillet 2013, cela fait exactement 11 ans depuis la signature du traité de Rome. Dès lors, l'humanité évolue souvent au rythme de la justice internationale. Ce mercredi 17 juillet 2013, le bureau de représentation de la Cour pénale internationale a organisé une rencontre avec les praticiens du droit et la presse pour commémorer, bien sûr, cet anniversaire. Eric Izami et David Tembeni, reportage. 17 juillet, journée mondiale de la justice internationale, date qui marque la signature du traité de Rome, lequel a donné naissance à la CPI. La journée de la justice pénale internationale, pour la simple raison parce que c'est le 17 juillet que nous avons eu l'adoption du statut de Rome qui a donné création à la Cour pénale internationale, bien que c'est vrai, par le mécanisme prévu par le statut, il est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Depuis La Haye, le président de cette Cour pénale internationale a adressé un message relayé par les différentes représentations de la CPI à travers le monde. Quelle est la raison de rechercher la justice à l'échelle planétaire? Nous le faisons parce que nous connaissons les faits dissuasifs à la responsabilité pénale et parce que c'est notre devoir envers les générations futures, lesquelles méritent de vivre sans crainte. Un petit rappel des affaires en cours d'examen à la CPI a été fait par le chargé de communication CPI Kinshasa. La CPI a reçu plus de 12 000 demandes de personnes souhaitant participer en tant que victimes aux procédures portées devant elle, ainsi que plus de 9 000 demandes en réparation. Plus de 5 000 victimes participent effectivement aux procédures devant la Cour, qui leur donnent la possibilité de se faire entendre à l'audience. Les fonds au profit des victimes viennent en aide à près de 80 000 victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Outre Kinshasa pour la RDC, la CPI a des succursales à Bunia en Ituri, en province orientale. Nous le disions au sommaire de ce journal, avec l'appui de l'Angleterre, la Belgique, la MONUSCO, le PNUD et l'ONG Christian Aid, la société civile de la République démocratique du Congo, représentée par toutes les provinces, a ouvert ce mercredi 17 juillet son forum national du 17 au 20 juillet. Ces acteurs sociaux vont devoir, entre autres, parler des concertations nationales en perspective. Eric Izami, encore une fois, et Blaise Lunda. Les concertations nationales ou dialogue national pointent à l'horizon et la société civile veut également se mettre au pas pour ces assises indispensables. Raison majeure de la convocation de ces forums nationaux dont les visées sont claires. De favoriser la concertation, le dialogue permanent et les interactions entre elles d'une part et entre elles et les acteurs étatiques d'autre part. Il s'agit d'offrir à la société civile la possibilité et les moyens d'influer sur toutes les parties prenantes en vue de l'émergence des changements qualitatifs au niveau des structures et des institutions étatiques.
Souvent avec une multitude de têtes, la composante société civile veut recadrer les choses pour le mieux. La bonne gouvernance, vue sous l'angle des institutions publiques, suppose l'existence d'un état de droit, la mise en place de mécanismes de protection des droits humains. Venus de toutes les 11 provinces, même du Nord Kivu en proie à de grosses frayeurs, les acteurs de la société civile, dans son format pluriel, se sont donné 72 heures de travail pour s'accorder sur ce que sera leur apport aux concertations nationales à venir. Voilà, dans le cadre du vaste projet du gouvernement concernant la réhabilitation des écoles, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection de construction d'écoles dans la périphérie de la ville de Kinshasa. C'était hier mardi en compagnie de ministres nationaux, et provincial de l'éducation. Reporter signé Jean-Louis Miassekam. Avec le lancement par le gouvernement Matata du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires, l'espoir entrait de renaître dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. En tout cas, une idée géniale du président Joseph Kabila, ici matérialisée par son premier ministre Matata Ponyo Mapon, qui a inspecté ce 16 juillet les travaux de construction des 1000 écoles sur fonds propres du gouvernement, une première dans l'histoire du pays. Le complexe scolaire Kimpeti, à 139 km de Kinshasa, sur le plateau des Bateke, dans la commune de Maluku, connaît déjà les effets de la modernité. Il en est de même du complexe scolaire Saint-Luc, dans la commune de Lancelé, et dont les nouveaux bâtiments poussent miraculeusement au point de convaincre le plus sceptique. Les élèves de cette école primaire fréquentaient autrefois les locaux de l'école maternelle Petit Poisson, et cela en deuxième vacation. À l'école primaire en Vundu, à Kimbonseke, où le chef du gouvernement avait posé le 13 avril 2013 la première pierre de construction, tout comme au complexe scolaire Onel, dans la commune de Kassavubu, les travaux avancent au pas de géant et les ressources sont disponibles, à rassurer le Premier ministre. Nous insistons pour que le ministre de l'EPSP, M. Macaire, qui est un professionnel, un doyen dans le secteur, puisse consommer cet argent rapidement. Parce que le chef de l'État a dit consommer 1000 écoles en une année et il nous donne encore de l'argent pour 1000 autres écoles dans la prochaine année. L'action est largement saluée par la population. Nous remercions le ministre Macaire qui s'est impliqué et personnellement pour que se réalise ce projet et le Premier ministre qui a disposé un fonds pour la réalisation de ce projet. 6 salles de classe, latrines modernes, bâtiments administratifs, tout cela a construit dans 3 mois. Voilà ces beaux cadeaux du président Joseph Kabila Kabange à la jeunesse et au profit de chaque école ciblée. Oui, la modernité ne passe pas seulement par les écoles, mais également par les hôpitaux. Eh bien, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, est allé en compagnie d'une importante délégation indienne, le 9 juillet dernier, visiter l'hôpital Jason Sendwe de Lumbashi dans la province du Katanga. Cette délégation qui veut investir dans le secteur de la santé et entend faire de cet hôpital un hôpital provincial de référence où seront pris en charge tous les malades, y compris ceux qui sont susceptibles d'être transférés à l'étranger. Commentaire Patricia Bassoa. La délégation conduite par le ministre de la Santé, Félix Kabange, a été reçue par le numéro 1 de la ville de Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Ensemble, avec ses hôtes, il était question de voir dans quelle mesure investir dans le secteur de la santé, notamment à travers la réhabilitation de l'hôpital Sendwe. Nous sommes venus pour une très courte visite de l'hôpital Sendwe. Vous savez, c'est un bijou et vous savez que le chef de l'État avait promis par rapport à l'hôpital Sendwe qu'on va faire des efforts pour réhabiliter cet hôpital. J'ai amené ici le cofondateur de l'hôpital Medanta à New Delhi, qui est, je dirais, l'hôpital le plus moderne aujourd'hui au niveau de l'Asie de l'Est. Au sorti de l'audience, le cofondateur de Medanta, l'un des hôpitaux modernes de l'Inde, n'a pas manqué de mots. On a parlé des possibilités d'investir l'argent ici dans la province de Katanga, dans le secteur médical, le secteur de la santé. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que ça, c'est important pour nous ici. Les gens du Congo démocratique, ils se déplacent d'ici quand ils sont malades pour aller en Inde ou au Belgique, en Afrique du Sud. Mais ça serait mieux si nous avons la possibilité
de les traiter, de les soigner ici sur place. La délégation indienne, sous la conduite du docteur Félix Kabange, a visité l'hôpital de Sendwe pour palper du doigt les réalités de cette formation médicale. Elle a visité tour à tour la salle d'hospitalisation, la maternité et bien d'autres départements de l'hôpital et a étudié dans quelle mesure les premiers travaux devront être entrepris. Le bourgmestre de la commune de Bumbu à Kinshasa, lui, a effectué récemment une visite à Nemours en France. Sur place, Aldor Chibanda a rencontré le maire de cette ville française, Valérie Lacroute. À l'issue de leurs échanges, un protocole d'accord a été signé dans le domaine de l'assainissement et la salubrité. Anne-Marie Ossite et Patricia Bassois nous en parlent. Dans le souci de rendre plus belle sa municipalité, le bourgmestre de la commune de Bumbu a effectué une visite de travail à Nemours en France pour renforcer la coopération dans le cadre de l'assainissement et de la salubrité. D'où la signature d'un partenariat voulu utile pour les deux parties. Nous recevoir et échanger avec nous sur les réalités de notre commune. Je lui ai fait voir ce qu'est la commune de Bumbu. Ce qu'on pouvait attendre en termes de jumelage. Elle était très intéressée comme moi par le problème de l'assainissement, ce qui pourrait éventuellement faire objet de notre rapprochement. Dans le rapprochement de leur expérience, les parties ont convenu d'encourager d'œuvrer ensemble dans une vision publique et privée. Très ravie d'avoir accueilli un de mes homologues dans mon bureau, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant qu'on puisse échanger avec une culture différente, avec des attentes de mon homologue qui sont importantes. Et je pense que même si effectivement la France est en crise, avec un contexte économique difficile, il est toujours important de pouvoir échanger avec d'autres pays parce que les échanges aussi bien culturels, économiques que financiers sont importants pour nos deux pays. La commune de Bumbu a été créée il y a 45 ans et son numéro 1 envisage promouvoir les activités qui vont la moderniser, pourquoi pas comme la ville de Nemours. Elle aussi nous vient de France, précisément de la ville de Paris. Il s'agit de Patricia Nsakala, que je reçois sur ce plateau. Bonsoir Patricia. Bonsoir Alain. Alors je l'ai dit en début du journal, vous êtes artiste, comédienne et musicienne. C'est ça. Vous jouez notamment dans la série Les Immigrés qui passe sur TV5 Monde. Je crois que beaucoup de gens reconnaîtront votre visage. Alors, premièrement, quel est l'objet de votre séjour à Kinshasa? Premièrement, je suis venue en vacances. Mais dans mes vacances, j'ai introduit un petit peu le travail. C'est-à-dire je suis venue faire la promotion de l'album que je prépare, qui sortira en septembre de cette année, donc 2013. On parlera tout à l'heure de cet album. Mais d'abord, comment est née cette aventure de la série Les Immigrés? Parce que beaucoup de gens ont suivi ça avec beaucoup de satisfaction, il faut le dire. Donc, Les Immigrés, cette aventure est née chez moi. Donc James est venu me trouver parce qu'il avait une idée. Quand vous parlez de James, c'est James Lukezo. James Lukezo, oui, qui joue le rôle de Hadi dans la série. Donc il est venu me trouver, il avait une idée. Et ensemble, on a essayé de trouver un concept qui nous correspondait, nous les Africains. Et on a décidé aussi d'associer nos frères africains. Et c'est de là qu'est partie la série Les Immigrés. Je crois que pendant que vous parlez, la réalisation peut nous aider à balancer des images de cette série. Alors donc vous avez créé cette série et comment cette série est parvenue à TV5 Monde? Parce que généralement on nous reproche, nous les Africains ou les Congolais, à part peut-être les Ivoiriens, nous avons la série Ma Famille qui a cartonné, mais on reproche souvent aux Africains de ne pas être professionnels. Je pense que nous avons, c'est peut-être le facteur, on est tombé sur des gens qui nous ont compris. Et il y a aussi des formats à respecter parce qu'ils ne peuvent pas diffuser n'importe quoi ou de n'importe quelle façon. Donc il y a des formats à respecter et ensuite il faut connaître bien sûr des gens pour que la porte soit beaucoup plus ouverte plus facilement. Et ça rapporte cette série Oui, travailler avec TV5, on a été payé comme on devait l'être. Régulièrement?
Vous avez été payé régulièrement? On a été payé, c'est-à-dire que voilà, c'est une série, voilà, il y a autant d'épisodes et en fonction de ça, ils font leur calcul. Mais il faut dire que depuis un certain temps, on ne voit pas passer cette série sur TV5 Monde. Est-ce que vous avez rompu le contrat ou c'est pratiquement parce que la saison est finie, il faut une autre saison? Ah non, c'est-à-dire eux, ils ont acheté la série pour une année. Donc ils peuvent la diffuser autant de fois qu'ils veulent. S'ils veulent la diffuser une fois, ils le feront une fois. S'ils veulent la diffuser 10 fois, ils le feront. Et ensuite, le contrat n'est pas rompu parce qu'il nous appartient à nous de faire la 3e saison. Donc s'il y a une 3e saison, elle sera diffusée autant que les autres saisons. Et vous, Stella, dans cette série, vous êtes en même temps actrice et vous êtes en même temps directrice de la photographie. Tout à fait. Et ça vous rapporte doublement. Tout à fait, je fais deux travail. Quand je dis Stella, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom d'emprunt que vous avez dans cette série. Tout à fait, oui. Et donc de mon vrai nom, Patriciane Sakela Bitota. Et la musique dans tout ça? La musique a une très très grande partie, prend une très grande part dans ma vie, parce que c'est le métier que j'ai choisi dès l'âge de 7 ans. Je respectais qu'on me connaisse sous le nom de Patricia en tant que chanteuse, mais Dieu a fait que ça soit sous le nom de Stella en tant qu'actrice. Tout chemin mène à Rome, comme diraient certains, et l'essentiel, c'est d'avoir une certaine visibilité. Et c'est que les gens ne savent pas, la chanson qui est interprétée dans la série, c'est une composition de vous? Voilà, on a coécrit avec James. Oui. Donc voilà, ça fait plaisir quand j'entends les gens la chanter. Je le prends tout à l'heure. Tout d'abord, nous annonçons, et nous l'annoncions hier d'ailleurs, que c'est depuis le samedi 13 juillet dernier que s'est ouvert à Brazzaville la 9e édition du Festival panafricain de musique au stade Félix Eboué. Plusieurs stars de la musique africaine ont fait le déplacement de la capitale du Congo, pays de Denis Sassou Nguesso, pour participer à ce grand événement culturel et artistique. Natacha Bomungo, José Moussangana et Henri-Noël Moutavokia, reportage. Tout a été fait pour oublier la dramatique édition précédente du FESPAM qui avait entraîné une bousculade meurtrière. Cette fois-ci, tout s'est passé à merveille. Les mesures de sécurité étaient maximales. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a tenu à être présent à l'ouverture de ce festival. Je déclare ouverte la nouvelle édition du Festival panafricain de musique. La cérémonie était co-animée par Médard Milandou, conseiller technique du président Denis Sassou Nguesso, et Claudicia, journaliste de la RFI. C'est la star Yvonne Chaka Chaka qui a ouvert le festival. L'artiste était en scène avec Chalamwana, Billy Abel et Félix Ouazekwa pour un bon spectacle. Des retrouvailles pour les artistes africains. L'ambiance était bon enfant autour des Congolais de Brazzaville et ceux de Kinshasa. Entre-temps, le festival se poursuit. C'est le 20 juillet prochain qui prendra fin le FESPAM 2013. Alors, on parlait de musique tout à l'heure avec Patricia. Patricia, juste une question. Vous êtes venu également faire la promotion de votre album. Quand est-ce que cet album sort et qu'est-ce qu'on peut attendre? Il s'agit de quel genre de musique? D'abord, l'album s'appelle À quoi bon? Donc, il sort en septembre de cette année, donc 2013. C'est des chansons du gospel, c'est-à-dire un message de paix, d'amour. Il y a plusieurs genres de musique, c'est-à-dire il y a de la rumba comme Toubela, il y a du R&B comme Merci, il y a plusieurs genres de musicaux. Et je pense que tout le monde se retrouvera dans l'album. Donc quand vous parlez de gospel, c'est la musique chrétienne. Chrétienne, comme on parle communément ici. Voilà, un mot en sport avant de passer à l'actualité internationale. En prévision de la CAN de badminton prévue au mois d'août 2013 à île Maurice, les léopards de la République démocratique du Congo se préparent avec des moyens de bord, bien sûr, au collège Boboto à Gombe. Suivez plutôt ce reportage de Ndaï Lambouechi et Rigomulobo.
En prélude du championnat des nations d'Afrique de badminton prévu au mois d'août à l'île Maurice, les léopards badistes sont déjà à pied d'œuvre pour défendre l'image du pays dans ces banquets continentaux. Le président de la fédération de badminton de la RD du Congo, Médard Lomboto, s'exprime. Nous sommes dans les préparatifs. Les enfants continuent à s'entraîner pour notre participation à l'île championnat africain, au championnat africain de la discipline. Nous sommes en conformité avec l'État congolais. Nous venons d'acquérir notre délégation des pouvoirs. Donc, la discipline congolaise dans le badminton se porte à merveille. Je vous informerai qu'il n'y a pas longtemps, nous étions en Algérie. Heureusement que nous avions fait le déplacement par nos propres frais. Cela nous a évité de pénalités. Mais cette fois-ci, nous irons à l'île Maurice. Nous devons participer. Si cela ne se passait pas, nous devions avoir encore d'autres pénalités à payer à la Confédération africaine de badminton. C'est ce que nous devons éviter. Pour le président de la Fédération congolaise de badminton, Médard Lomboto, la participation des léopards à ces joutes continentales sera possible grâce à l'intervention du gouvernement central. Alors je crois que les autorités qui nous écoutent en passant, ce sont des sportifs. Je sais que le ministre des Sports ainsi que notre Premier ministre sont des sportifs avérés. Ils savent ce qu'ils font. Bon, si nous aider aussi à participer à cette compétition, cela ne fera qu'avancer notre discipline dans le bon terrain. Aux badistes de travailler d'arrache-pied pour défendre l'image de la RDC. En dehors de nos frontières en Inde, 22 écoliers ont succombé ce mercredi 17 juillet suite à une intoxication alimentaire dans l'état le plus pauvre du pays. Ils ont été empoisonnés par le phosphate, un pesticide dangereux retrouvé dans leur repas à la cantine scolaire. Notons que ces aliments offerts gratuitement ne subissent aucun contrôle d'hygiène avant d'être distribués aux élèves. Les images dans les prochaines éditions. À présent, je voulais suivre la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Les parutions de ces mercredis sont revenus sur la situation sécuritaire à l'Est et les concertations nationales. Le Rwanda accuse l'ONU et la RDC de collusion avec les FDLR, on scelle la référence plus. Le gouvernement de Kigali a accusé l'armée congolaise et les forces de la MONUSCO d'avoir délibérément bombardé lundi 15 juillet les villages rwandais de Kageshi et Gazissa, environ 8 et 12 km au nord de Bukavu. Le porte-parole de l'armée rwandaise, le général Joseph Nzabamwita, indique que ces désobus en provenance de la RDC ont atterri dans ces deux villages sans faire des blessés. Pour ces pays, il s'agit d'un acte de provocation délibéré. Le gouvernement congolais et la MONUSCO rejettent ces accusations. Bombardement de Kageshi et Gasiza, Kigali accuse faussement Kinshasa. Les guides renchérissent que non seulement le gouvernement de Kigali appuie le rebelle du M23, il use aussi du mensonge. Écho de l'Est toujours, l'observateur rapporte que les FRDC délogent les ADF Nalu de Kikingi. La localité de Kikingi de la province du Nord Kivu est de nouveau dans le giron de FRDC. L'armée gouvernementale a annoncé la reprise de cette localité entre les mains des rebelles ougandais au terme d'intenses combats de plus d'une heure. Situé à plus ou moins 90 km de la ville de Beni, Kikingi a été occupé pendant 24 heures, soit le dimanche, par les combattants de l'ADF Nalu, renforcés selon le source local par des terroristes somaliens Shebab parlant arabe. Front au Nord Kivu, attention aux coups fourrés. Pour le phare, la nouvelle de la résistance héroïque des éléments de FRDC face aux mercenaires rwandais sous couvert du M23 a ravivé la confiance et la détermination de compatriotes qui espèrent là décourager ces forces obscures. Mais alors, il faut craindre des ordres contraires et dont on ignore la provenance qui viendrait démoraliser les hommes de troupes au front en leur demandant de stopper les opérations militaires comme il en était à Rumangabo et Rutshuru l'année dernière lorsque les FRDC avaient repris ces deux localités de main du M23 avant de recevoir l'ordre de quitter les lieux pour retourner à leur position initiale. Ceux qui ont l'habitude de contrarier les efforts fournis par les éléments des FRDC au front auront à s'expliquer un jour, conclut le confrère. La prospérité pour sa part revient sur le concertation nationale. Robinson Renders, le faux procès balayé. Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, a rencontré jeudi 11 juillet à Bruxelles le patron de
la diplomatie belge Didier Reynders. De quoi ont-ils parlé? Les échanges, révèlent le communiqué du ministère des Affaires étrangères, ont tourné autour de la situation sécuritaire à l'Est et la région dans le Grand Lac. Les deux personnalités ont convenu de continuer de mobiliser le soutien international à travers une approche globale qui est coordonnée par le cadre Espoir défini par Madame Robinson. Seulement voilà, certains médias périphériques. L'association des anciens séminaristes de Madaka-Bikoro convie toute la famille chrétienne de cette archidiocèse à prendre part à une messe d'action de grâce qu'elle organise ce vendredi 19 juillet 2013 à la 7e rue industrielle numéro 10 chez les abbés de Mbandaka-Bikoro à 18h. Nous sommes là dans la commune de Limete. Cette messe est organisée en mémoire du père Arthur Verbeek, décédé le 11 juillet dernier en Belgique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu Patricia Nsakala, artiste, comédienne et musicienne. Merci. Je vous retrouve demain à 19h. Portez-vous bien. Extension de programme sur Antena. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Airtel Money.